Bonjour à tous, un petit hommage à mon école de kiné de Bordeaux, un t-shirt qu'on avait fait à l'époque, et voilà, même si ça remonte un peu, je pense que vous voyez que j'ai un peu changé de paradigme, mais voilà, ça me faisait envie, j'ai retrouvé ce t-shirt là il y a pas longtemps. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, ensuite, aujourd'hui j'ai sélectionné un article. En réalité, c'est Sandy Hilton qui m'a envoyé cet article-là, donc qui est une intervenante de l'agence EBP, qui fait un cours sur la pelvipérinologie. Et donc elle m'a envoyé un article qu'elle a coécrit avec Caroline Van Dijken, qui a été publié dans le journal qui s'appelle Sexual Medicine Reviews. Donc en fait, c'est un journal qui est édité par la Société internationale pour la médecine sexuelle. Et voilà. Donc cet article a été publié en 2016. Et comme d'habitude, j'ai pris des petites notes. Pas mal de notes parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans cet article. Euh, alors, en fait, cet article, il traite le sujet principal, c'est les douleurs des femmes lors des rapports sexuels. Au départ, les auteurs rappellent en fait la définition de la douleur selon la Société internationale d'études de la douleur, et rappellent surtout cette partie de la phrase qui dit que une douleur peut être liée à un dommage tissulaire potentiel. Et donc ça les amène à dire que le modèle biomédical n'est pas suffisant, et donc il faut explorer plus loin, et donc à parler beaucoup du modèle biopsychosocial. Il rappelle ensuite que dans les douleurs pelviennes, il y a souvent pas mal d'importance qui est liée au phénomène de douleur centrale, donc à une sensibilisation du système nerveux central. Et il y a beaucoup de labels qui sont associés à ces problèmes-là de sensibilisation du système nerveux central, avec des exemples comme la fibromyalgie, le syndrome du côlon irritable, la cystite interstitielle, l'expression de somatisation, etc. D'après Wolf, donc, une personne qui a étudié le sujet, en fait, il a établi une liste de syndromes qui sont dominés par une douleur centrale et liés aux douleurs sexuelles chez les femmes. Donc sa liste est la suivante. Donc c'est des labels d'endométriose, de vulvodynie, de syndrome du côlon irritable, de cystite interstitielle, de syndrome de la douleur vésicale et de vestibulodynie. Ensuite, toujours dans l'introduction, les auteurs rapportent des difficultés qui sont liées à ce thème de douleur sexuelle chez la femme, avec notamment une première difficulté qui est qu'il y a plusieurs systèmes du corps qui peuvent être impliqués, donc avec les systèmes gynéco, urinaire, gastro-intestinaux et musculaires. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à voir. Ensuite, une autre difficulté, c'est tout l'aspect social et culturel. Et eux, ils utilisent même le mot religieux, en fait, qui peuvent vraiment poser des difficultés pour aborder ces problèmes-là. Et ensuite, il y a le manque, alors le fait que les professionnels de santé ne soient pas toujours à l'aise pour aborder ces sujets-là, et aussi leur manque de connaissances spécifiques. Et donc ça, le souci, c'est que ça entraîne des prises en charge qui peuvent être inadaptées, et donc avec des personnes qui se retrouvent à souffrir de ces problèmes-là pendant très longtemps, et qui peuvent développer justement de la douleur persistante et une sensibilisation de leur système nerveux, parce que le problème de départ, quand il a commencé, soit ils n'ont pas osé en parler, soit ça n'a pas été abordé correctement dès le début, par manque de connaissances, parce que les professionnels de santé n'étaient pas à l'aise pour parler de ça, ou parce que ils ont été envoyés vers peut-être des spécialistes dans des champs, satellites qui n'étaient pas le bon. Voilà. Alors ensuite, il commence l'article en rappelant l'importance du bio dans le biopsychosocial. Donc ça c'est intéressant. Vraiment ils mettent en avant le fait qu'il
il faut un examen complet, exhaustif, musculo-squelettique, au niveau vaginal et au niveau rectal, et tester la sensibilité extéroceptive du patient. Et donc vraiment s'intéresser à tout ce qui est articulation, os, muscles, nerfs, etc. Donc vraiment du bio. Mais aussi, donc vraiment le bio a sa part et son importance, mais aussi tout ce qui est, donc, par rapport aux méthodes biopsychosociales, tout ce qui sont les dimensions psychosociales. Et ce qu'ils mettent en avant, c'est l'importance de prendre en compte dès la première séance, dès le début quand on voit un patient, et pas seulement de s'y intéresser si jamais le traitement habituel basé sur le biomédical ne marche pas. Voilà. Donc ils donnent des exemples par rapport au fait d'évaluer l'aspect bio. Par exemple, le fait que le plancher pelvien soit douloureux à la palpation, l'utilisation du test de Faber, donc vous savez ce test de hanche là, de flexion, abduction, rotation externe, le fait de repérer un plancher pelvien hyperactif, mais aussi de voir des problèmes dermatologiques, de s'intéresser à des douleurs qui peuvent être liées à d'autres organes au niveau du bassin, et également envisager des problèmes systémiques comme des problèmes immunitaires ou endocrinologiques. Voilà. Donc vraiment un examen biomédical complet, mais cet examen-là n'est pas suffisant car, comme on le rappelle par rapport à la définition du groupe de la Société internationale d'études de la douleur, en fait, le système nerveux central peut décider de protéger une zone avec de la douleur s'il considère qu'il y a potentiellement un danger. Et donc même en l'absence d'informations qui viennent de la périphérie. Alors ensuite, par rapport à comment intégrer cette approche biopsychosociale, les auteurs proposent 3 points. Donc le premier point, c'est vraiment d'écouter le patient et de l'aider, de favoriser ça par notre communication, par le fait d'établir une relation de confiance, un environnement dans lequel le patient va pouvoir partager tout ce qui contribue à ses symptômes. Et vraiment tout, même ce qui peut lui sembler difficile à exprimer ou qui peut lui sembler vraiment surprenant. Et pour lequel il pourrait être peur d'être jugé par exemple. La deuxième chose, ça va être de valider la douleur du patient, donc de l'aider à comprendre que nous le croyons, de vraiment valider son expérience, et aussi de le rassurer. Et donc de le rassurer, et pour ça, les auteurs proposent surtout d'utiliser l'éducation à la douleur, vraiment que le patient arrive à comprendre ce qui se passe, voilà, et qu'il comprenne qu'il n'est pas en train de devenir fou, que le système nerveux fonctionne comme ça, et voilà, le rassurer par rapport à ça, puis le rassurer dans le fait qu'on peut proposer des choses. Et en fait, le troisième point, c'est de s'intéresser voilà, à ces différentes composantes biopsychosociales, donc vraiment de prendre en compte tout ce qui est bio, tout ce qui va être pensée et croyance du patient, et aussi l'impact que ça a avec ses interactions sociales. Voilà. Le point d'après, pour les auteurs, le chapitre d'après, c'est à propos du fait de redonner un espoir au patient. Donc vraiment cette histoire d'éducation à la douleur, etc. Vraiment redonner un espoir au patient, donc quoi les choses peuvent s'arranger. Et bien sûr un espoir raisonnable, raisonné et raisonnable, pas lui vendre du rêve. Et là par exemple ils mettent en avant l'importance des mots qu'on utilise. Et ils prennent cet exemple qu'on prend souvent avec le terme de douleur chronique, qui peut peut-être dire pour certains patients tout un tas de trucs, et notamment que la douleur ne pourra jamais partir. Donc ils proposent le terme de douleur persistante en anglais, persistent pain. Et en fait en lisant cet article, moi j'ai toujours traduit persistent par persistant. Et finalement je me dis peut-être qu'une autre façon de traduire, ça pourrait être une douleur qui se prolonge en fait. Parce que c'est vraiment cette notion de la douleur, elle dure plus longtemps que ce qu'elle devrait durer normalement.
et j'en reparle un petit peu plus loin, mais voilà, quand on se fait mal, quand on abîme, on laisse ses tissus, habituellement le délai de guérison c'est entre 12 et 16 semaines. Et au-delà, une fois que le tissu est guéri, y a pas de raison que la douleur persiste. Euh, donc voilà, une douleur persistante, une douleur qui se prolonge au-delà de la durée normale. Peut-être que c'est des mots qui passent mieux, surtout pour pas enlever l'espoir au patient que cette douleur pourra partir un jour. Euh, alors ensuite, le chapitre suivant aborde l'évaluation de la douleur centrale dans ces douleurs sexuelles. Et là, en fait, ils décrivent ce que Smart et collaborateurs ont trouvé au cours d'une étude d'Elphi. Donc, ils ont mis en évidence quatre domaines qui mettaient en lien le problème avec une douleur centrale. Le premier, c'était en fait une douleur disproportionnée non mécanique avec une présence d'une hypersensibilité et d'une allodynie. Et les odd ratios, les odd ratios de la présence de cette chose-là étaient de 30 par rapport à la présence d'une douleur centrale. Le deuxième, c'était une douleur qui se prolonge au-delà de 12 à 16 semaines, pareil, odd ratio à 27. Présence de douleur diffuse, pardon, avec un odd ratio à 15. Et une présence de peur-évitement et de catastrophisme avec un odd ratio à 7. Et il rajoute aussi le fait que au CSI, donc un score connu dont vous avez sans doute déjà entendu parler, mais je vous mettrai une référence s'il faut en commentaire dans la vidéo, et donc un score supérieur à 40. Voilà. Ce questionnaire qui est qui est dédié au fait de repérer la présence d'une sensibilisation centrale. Et donc voilà, les questionnaires ensuite, l'idée c'est qu'ils peuvent aider les professionnels de santé, les kinés, parce que les deux auteurs, j'ai oublié de dire, sont des kinés. Et c'est quand même un article qui est destiné aux kinés. Donc pour évaluer ces problèmes psychosociaux, il existe des questionnaires qui peuvent nous aider, tout un tas de questionnaires. Voilà, donc je vous mettrai une petite liste dans la vidéo et potentiellement des liens plus bas dans les commentaires. Donc vraiment, évaluer la présence d'une douleur centrale avec les critères dont on a parlé, évaluer la présence de problèmes psychosociaux suffisamment importants pour influencer le problème du patient, et ensuite évaluer les tissus. Et donc, dans l'évaluation des tissus, ce qu'il propose, c'est d'évaluer les tensions et les faiblesses que peut avoir la patiente, et donc au niveau de son périnée, et toute cette zone-là en fait. Et ils parlent de tension et de faiblesse, et ils mettent en avant le fait d'utiliser des mots qui vont pas faire penser au patient qu'il a une pathologie qui peut pas guérir. Donc on revient à un point dont on a déjà parlé. Et par exemple, il propose d'éviter les termes comme les trigger points, parce que voilà, si vous avez un problème de trigger point et qu'on arrive à le résoudre, en fait vous avez toujours un problème de trigger point qui peut revenir à tout moment, et potentiellement il y a besoin de nous pour le résoudre. Ou après il parle pareil de tout ce qui est dégénérescence discale, etc. Et voilà, donc évaluer les tensions et les faiblesses au niveau du périnée et de la zone douloureuse. 2. Envisager un problème biologique comme une douleur nerveuse ou discale, mais à nouveau sans utiliser des termes. Donc si on pense qu'il y a un problème au niveau d'un nerf, une douleur au niveau d'un nerf, au niveau d'un disque, etc., d'éviter de parler de nerfs coincés, pincés, de disques dégénérés, etc., ou écrasés. Alors ça, il propose pas, mais quelque chose qu'on peut faire, c'est de parler d'irritation. Votre nerf est irrité, votre disque est irrité, il est sensible, voilà.
En 3, c'est l'évaluation de la qualité de mouvement et aussi des mécanismes en fait de contraction-relâchement. Donc de quelle manière ça se fait, est-ce que le patient arrive bien à le faire, si on lui demande de répéter, comment ça se passe, est-ce que c'est fluide, et d'évaluer l'acuité tactile en fait, d'arriver à, si on touche certaines zones, que le patient sache dire est-ce qu'il arrive à repérer avec précision les zones qu'on touche, et est-ce qu'il arrive à repérer voilà. En 4, l'évaluation de l'hyperalgie et de l'allodynie, en comparant avec les autres zones du corps, et aussi pour voir si ces phénomènes d'hyperalgie et d'allodynie ne se sont pas étendus à des zones plus loin. Et, euh, et ensuite, en fait, à partir de toutes ces données-là, ils utilisent un espèce de tableau avec une diagonale au milieu. Et une fois qu'on a évalué tout ça, d'essayer de voir la tendance entre une douleur qui est plutôt médiée par des problèmes périphériques, des influences périphériques, ou des influences centrales, pour orienter après la proposition de traitement. Ok. Ensuite, dans le paragraphe suivant, il discute de traitements qui sont conçus pour la douleur centrale, et donc, comme on a déjà dit, qui est souvent présente dans les douleurs sexuelles chez les femmes. Et alors, en fait, il propose qu'en tant que thérapeute, on se pose deux questions importantes. La première, c'est quelle protection la douleur offre-t-elle à cette patiente? Et deux, c'est cette protection est-elle nécessaire actuellement? Donc voilà. Pourquoi est-ce que le corps, qu'est-ce que le corps protège en, en faisant percevoir cette douleur à la patiente? Et est-ce que cette douleur est quelque chose d'adapté pour l'aider en ce moment parce que il y a un tissu qui a irrité et qui a besoin de l'être moins et d'être moins inflammatoire et comme les fiches la paix? Est-ce qu'il y a un tissu qui est lésé et qui a besoin de se réparer? Voilà. Donc bon, en utilisant tous les points dont on a parlé de tout à l'heure. Mais et donc ensuite, l'idée pour aider le patient, c'est d'utiliser cette éducation à la biologie de la douleur. Donc en définitive, pour aider le patient à comprendre ce qui lui arrive, comment la douleur fonctionne. Là, on parle des traitements qui vont être conçus pour les problèmes de sensibilisation centrale, hein, de douleur médiée par le système nerveux central. Et donc, éduquer le patient à comment fonctionne la douleur pour lui permettre de comprendre. Ça demande tout un tas de connaissances, à la fois théoriques mais aussi en communication, pour l'aider à changer ses croyances et à diminuer la menace perçue. Et donc l'idée notamment, mais bon pas seulement, mais l'idée notamment c'est que à partir du moment où la douleur elle est en lien avec la menace perçue par l'organisme, si d'un point de vue cognitif, la menace est moins forte parce que le patient a une explication, eh bien on peut espérer dans certains cas que l'intensité de la douleur change et diminue. Parce que la menace potentielle serait perçue comme moins importante. Et donc en fait, à nouveau, par rapport à cette douleur centrale, un des objectifs, ça va être de cibler le cortex et d'essayer de jouer sur tout ce qui est modulation descendante de la douleur pour arriver à réguler l'activité de ce système nerveux sympathique qui est vraiment hyperactif et qui entretient le problème. Et donc pour ça, il propose toute une liste de techniques dans le tableau 1, dans le tableau 1 de l'étude, de l'article. Et toutes ces techniques-là, donc il les relie avec certaines problématiques bien définies, il propose des techniques en face, en précisant bien que ce qu'il propose, c'est plus basé sur l'expérience clinique que sur des données de la science, même si pour certaines, des données de la science existent. Voilà. Et donc après, pour illustrer en fait comment ils appliquent tout ça en pratique, eh bien l'article se finit avec une étude de cas. Et donc les phases de traitement après de façon plus générale sont décrites dans le tableau 2 de l'étude. Mais je me demande si j'ai pas oublié une feuille dans tout ce que je vous raconte.
Bon, après, c'est bon. Voilà, dans le tableau 2, ils décrivent tout ça et ils prennent l'exemple d'un cas clinique pour illustrer leur stratégie. Et voilà, donc ils commencent par l'évaluation. Le cas clinique, c'est une femme de 49 ans qui a chuté, qui est tombée sur les fesses a priori, et qui a déclenché une douleur dans la région du coccyx. Et donc au bout de 3 ans de douleur qui ne passait pas, eh bien, elle s'est fait opérer, elle s'est fait retirer son coccyx, mais malheureusement l'opération n'a pas du tout changé ses symptômes. Et là, cette patiente-là, donc elle consulte ses kinés 2 ans après son opération. Donc ça fait déjà 5 ans qu'elle a une douleur persistante. Et elle rapporte des douleurs lors des rapports sexuels. Et donc du coup, sa douleur persistante qui est présente tout le temps s'exacerbe lors des rapports sexuels et s'exacerbe pendant 24 heures. Elle ne peut plus faire de vélo alors qu'elle avait l'habitude d'aller faire des séances de vélo en intérieur 3 fois par semaine. Et elle a un problème parce que elle ne peut plus rester assise plus de 10 minutes en utilisant un coussin adapté. Et donc ça l'empêche d'aller au travail. Bon, elle a un accord où elle peut travailler de chez elle et elle arrive à se débrouiller parce qu'elle change de position sans arrêt. Mais bon, on imagine bien l'impact que ça a sur sa vie sociale. Et donc du coup, elle décrit une douleur à 8 sur 10 au niveau de l'ischio gauche et du périnée. Elle a également des douleurs thoraciques et cervicales. Et elle décrit aussi des brûlures dans les 2 pieds qui s'amplifient lorsqu'elle reste debout plus de 30 minutes. Voilà. Elle a des scores élevés dans les questionnaires qui sont en lien et qui explorent le catastrophisme, l'anxiété et son questionnaire de CSI donc pour évaluer la présence d'une sensibilisation centrale est aussi élevé, hein, il est au-dessus de 40, il me semble que c'est 57, enfin peu importe, mais elle dépasse le cut-off qui est fixé pour déterminer qu'il y a probablement un problème de sensibilisation centrale. À l'examen physique, en fait, quasiment tout est normal. Donc ils décrivent bien en examen physique tout ce qu'ils ont exploré et effectivement c'est assez complet. Et les seules choses qu'ils trouvent c'est une tension et une douleur à la palpation rectale de l'obturateur interne gauche et des muscles ischio-coccygiens. Voilà. Donc en définitive, lorsqu'ils font leur tableau, vous savez le tableau avec la diagonale au milieu et qu'ils se demandent est-ce que la douleur est plus influencée par des éléments périphériques ou par des éléments centraux, eh bien ça penche beaucoup plus en faveur d'éléments centraux. Donc la deuxième phase après l'évaluation, ça va être la désensibilisation. Et pour désensibiliser, ce qu'ils vont utiliser c'est l'éducation au fonctionnement de la douleur. Mais en définitive, une des difficultés qu'ils ont rencontrées avec cette patiente, c'est qu'elle était tellement convaincue que la tension qu'elle avait, qui avait été repérée pendant l'examen clinique, était la source de ses problèmes, que en fait les thérapeutes ont accepté pendant quelques séances de travailler sur cette tension. Donc il me semble avec des techniques de thérapie manuelle et d'exercice que même la patiente reproduisait chez elle. Et en définitive, au bout de quelques séances, comme il n'y avait pas d'évolution, donc la patiente voyait qu'il n'y avait pas d'évolution, elle a été d'accord pour essayer d'autres stratégies qui là ciblaient plus son système nerveux central et donc qui avait pour but d'arriver à diminuer cette sensibilisation centrale. Et donc il y a eu plusieurs stratégies qui ont été utilisées. Une des stratégies, ça a été de lui enseigner des mouvements de Qigong pour arriver à diminuer la tension générale de son corps et à diminuer cette hyperactivité de son système nerveux sympathique. Plus des exercices publiés par une personne qui s'appelle Franklin, que je connais pas, et des exercices de Feldenkrais dans le but de réintégrer un schéma cortical par rapport à ses pieds. Et voilà. Et en fait, dès qu'elle a eu ses premiers changements par rapport, vous savez, aux brûlures qu'elle ressentait dans ses pieds, à ce moment-là, ils ont entrepris un travail sur la position assise. Et donc c'est là où on rentre dans la phase suivante en fait du traitement, qui est une phase d'exposition graduelle. Et
Et donc, en définitive, ils ont appliqué ce principe-là à la position assise pour l'entraîner à tolérer de mieux en mieux la position assise. Et donc, elle arrivait à augmenter cette tolérance jusqu'à 2 heures. Voilà, 2 heures. Et lorsque à ce stade, elles lui ont fait re-remplir les questionnaires initiaux, la majorité des questionnaires avaient diminué en termes de score, mais elle avait toujours une hypervigilance très élevée. Et, euh, et en définitive, ce qu'ils avaient retrouvé par contre après avoir utilisé ces stratégies-là, c'est qu'à ce stade, les tensions qu'elle avait dans son périnée postérieur étaient revenues à la normale. Donc vraiment, ces tensions-là étaient plus la conséquence de cette sensibilisation centrale que l'inverse. Euh, et donc, après la dernière phase de leur traitement, eh bien, c'est ce qu'ils appellent la phase d'indépendance avec soutien. C'est la meilleure traduction que j'ai pu trouver. En vrai, oui, Supported Independence. Voilà, c'est la meilleure traduction que j'ai pu trouver. Et l'idée, c'est qu'après 16 semaines de séances hebdomadaires, cette patiente arrivait à rester assise pendant 8 heures. Et en définitive, ça devenait inconfortable pour elle au bout de 8 heures, mais il a fallu lui rappeler, et c'est des choses qu'on retrouve avec des patients qui ont des douleurs comme ça vraiment prolongées, c'est que pendant des années, c'est qu'ils perdent de vue ce qui est normal. Donc il a fallu l'aider à réapprendre que si on reste assis pendant 8 heures, on a des tissus qui se retrouvent en hypoxie et notre système nerveux nous avertit comme quoi on a besoin de bouger parce que ces tissus-là, ils ont besoin d'oxygène. Donc d'avoir mal dans cette situation-là, c'est quelque chose de normal et c'était pas lié à son problème qui n'était pas parti, par exemple. Euh, à ce stade, ses douleurs pendant ses rapports sexuels étaient résolues et elle avait réussi à reprendre ses séances de vélo en salle 3 fois par semaine. Et donc après, bon, la proposition, c'est de dire que si jamais ces douleurs n'avaient pas été résolues pendant les rapports sexuels à ce stade, y a des techniques d'exposition graduelle qui existent avec des appareils, je me rappelle plus le nom. Et de toute façon, je connais même pas le nom en français, donc je suis même pas sûr de bien pouvoir le traduire. Voilà, donc une fois que son système nerveux avait accepté de ne plus protéger sa zone pelvienne, et ben, tout ce qui était problème de douleur pendant les rapports sexuels, c'était arrangé, elle avait plus de problème. Et donc il parle de s'il y avait eu besoin, en fait, si c'était pas le cas, ils auraient utilisé des dilatateurs accommodateurs vaginaux pour l'aider à réintégrer un schéma de sécurité avec les activités sexuelles de pénétration. Voilà. Mais bon, et en définitive, voilà, il souligne le fait que cette approche-là, c'était pas, le sujet, ça aurait pas été d'essayer d'étirer les muscles vaginaux, qui n'étaient pas raides, mais, mais plutôt voilà, d'arriver à recréer un schéma au niveau cortical, au niveau sensorimoteur, et, et de redévelopper une tolérance à la pénétration sans que le système nerveux cherche à protéger son vagin. Voilà. Et donc, bon, cette étude de cas met en évidence, ils ont choisi d'illustrer un cas où vraiment c'était la douleur centrale qui prédominait. Et en définitive, on voit bien que ce qui est intéressant dans cet article, en définitive, c'est que souvent, quand on a ces histoires de modèles biopsychosocial, un des problèmes de compréhension parfois c'est de dire, bon avant on disait que tout était dans le biomédical, il y a forcément une explication, il y a forcément un problème périphérique qui cause les douleurs du patient et qui est toujours présent, même s'il a mal depuis des années. Et il peut y avoir une tendance à se dire, ben non en définitive ça n'existe pas, et il peut y avoir une tendance à se dire, si c'est présent depuis des années, ça peut que être un problème de douleur centrale. Et à ce moment-là, il faut laisser tomber l'aspect biomédical et s'intéresser que au psychosocial. Mais on a vraiment tendance à faire ça en fait. Quand on se rend compte qu'un modèle n'est plus justifié par rapport à ce qu'on sait, par rapport aux découvertes, aux connaissances actuelles, on a tendance à vouloir le jeter à la poubelle et à se concentrer sur ce qui semble le plus intéressant en ce moment.
et ce que je trouve bien moi avec cet article-là, c'est que vraiment ils ont mis l'accent sur le psychosocial. euh, En intégrant la pratique, ils ont choisi une étude de cas où c'était vraiment ces aspects-là qui étaient à travailler le plus, mais en définitive, de travailler l'aspect psychologique, on va dire, et avec le Qigong, etc., bah, c'est aussi avoir un effet sur le système nerveux sympathique, et ça c'est de la biologie. Et puis ils ont vraiment mis en évidence dès le début l'importance du bio, et de ne pas l'oublier, de vraiment avoir un examen exhaustif, et que ça peut arriver régulièrement que les patients développent des douleurs persistantes, parce que ça a été raté au départ, comme on l'a dit, parce que la personne n'a pas osé en parler, euh, parce que par manque de connaissances par rapport aux professionnels de santé, et d'où l'intérêt de développer ces connaissances-là. Alors, je jette pas la pierre, hein. Moi, c'est pas mon domaine. Je sais pas faire un examen vaginal, rectal, etc. Je sais pas faire ça. Euh, Par contre, sachant que tout cela existe, je sais que si un jour j'ai une patiente qui a ce genre de problème-là et qui m'en parle, eh bien, je sais qu'il y a ces stratégies-là qui existent, et il reste plus pour moi à connaître une personne, un confrère, qui sait travailler là-dessus, et de savoir orienter ma patiente vers ce confrère-là. Voilà. Donc vraiment intéressant la façon dont ils priorisent l'aspect douleur périphérique ou sensibilisation centrale pour après leur traitement, et aussi leur proposition dans leur tableau de stratégie en fait lorsque on a ces problèmes de sensibilisation centrale. Et vraiment ils l'ont listé avec différentes problématiques, avec des stratégies qui leur semblent adaptées. Encore une fois, hein, c'est pas toujours basé sur de la science, mais bon, leur pratique clinique montre que ça aide des patients. Donc voilà, un exemple sur les problèmes de peur évitement, qui rappelle que un score au questionnaire dédié, là, c'est un score supérieur à 42, et que les options de traitement, ça peut être l'éducation à la douleur, ça peut être les thérapies cognitives comportementales, ça peut être la thérapie fonctionnelle cognitive, l'exposition graduelle, euh, euh, l'imagerie motrice graduelle, voilà, c'est toutes ces choses-là. Euh, donc ça, potentiellement à compléter avec d'autres choses issues de la littérature, avec vos expériences à vous. Et voilà. Voilà ce dont je voulais vous parler à propos de cet article. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas encore une fois à me faire des retours dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur la vidéo, ou sur le groupe des auditeurs du podcast sur Facebook. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin d'année. Profitez bien, et à nouveau, comme d'habitude, prenez bien soin de vos patients et n'oubliez pas de prendre soin de vous. À bientôt.